Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre web-série où nous abordons un regard sur notre monde par le biais de la sociologie avec le professeur Nicolas Marquis de l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Nicolas Marquis, bonjour. Bonjour. Dans une autre web-série avec Jean Van Ebelrey, qui est chercheur à l'ULB, il avait abordé la thématique de la résilience. On a donc vu la résilience abordée par un psychologue. Est-ce que la résilience peut également être abordée par un sociologue ? La résilience peut bien sûr être abordée par un sociologue. C'est un des avantages de la sociologie, c'est qu'on peut travailler sur à peu près tout et n'importe quoi. On peut même faire de la sociologie. Je ferme la parenthèse. La résilience, si on l'aborde en sociologie, on l'aborde d'abord comme une catégorie sociale qui a beaucoup de succès. Ça me paraît évident. Une catégorie sociale qui a beaucoup de succès, c'est-à-dire qu'on va tenter d'en retracer les usages, on va tenter de détecter quelles sont les raisons de ce succès et peut-être de l'utiliser comme un analyseur du monde dans lequel nous vivons. Donc ça, je veux être très clair par rapport à ça dès le début. Dans la perspective sociologique que je défends, il n'est certainement pas question de dire que les gens ont raison ou ont tort d'utiliser le terme de résilience pour se qualifier ou pour qualifier d'autres entités, ni même que la résilience est une bonne ou une mauvaise chose, et encore moins que ces processus de résilience sont vrais ou sont faux. J'ai moi-même beaucoup travaillé sur cette catégorie dans un travail que j'ai réalisé sur les ouvrages de développement personnel, au cours duquel j'ai eu l'occasion d'entrer en contact avec Boris Cyrulnik, qui a été quelque part le promoteur, ça n'a pas été l'inventeur, mais le promoteur de l'usage en psychologie de cette catégorie dans le monde francophone. Vous savez qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages à ce sujet. Et j'ai travaillé sur le succès de cette catégorie à partir du courrier des lecteurs de Boris Cyrulnik, c'est-à-dire à partir des lettres que des personnes qui avaient lu ces ouvrages pouvaient lui envoyer pour faire part de leur bonheur ou éventuellement de leur désarroi lorsqu'ils étaient amenés à entrer en contact avec cette catégorie de la résilience. Vous pourriez peut-être préciser, vous, comme sociologue, comment est-ce que vous définiriez la résilience ? Alors, la résilience, vous me posez un piège là évidemment, parce que la résilience, je peux reprendre bien sûr les définitions que donnent les promoteurs, c'est-à-dire ceux qui sont les porteurs de cette catégorie de résilience. Alors là, je pense ne pas leur faire injure en disant que la résilience, c'est une forme de reprise d'un développement après avoir souffert. Je pense que je vais être très large et volontairement large par rapport à ça, puisqu'il existe à l'intérieur même des promoteurs de la résilience des conflits. C'est un peu le cas de tous les concepts qui fonctionnent. Ils occasionnent des conflits entre les différents promoteurs. De mon point de vue, c'est une catégorie qui témoigne aujourd'hui du fait que le malheur a toute sa place dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Ça peut sembler bizarre comme phrase, mais je prends le contre-pied de certaines perspectives de sciences sociales qui disent que nous sommes dans des sociétés qui tentent d'évacuer la question du malheur pour se centrer uniquement sur les aspects de bien-être. Et certains prennent comme exemple la psychologie positive. Vous savez, ce courant de psychologie qui a aujourd'hui beaucoup de succès aux États-Unis et qui tendait à prendre le contre-pied d'une psychologie influencée par la psychanalyse à laquelle il reprochait de se centrer uniquement sur ce qui n'allait pas dans l'être humain, ses pathologies, ses traumatismes, etc., etc. La psychologie positive a quant à elle tendance à se centrer sur nos compétences cachées par exemple, nos ressources de sens, nos ressources de puissance, etc. Du coup, certains sociologues en ont inféré que nous sommes dans une société qui refuse tout accès au malheur. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Et la résilience le montre bien. Mais la résilience ajoute une dimension supplémentaire en ceci qu'elle fait du malheur la clé d'un accès à une vie d'un ordre particulier qui est inaccessible au commun des mortels, c'est-à-dire ceux qui vivent une vie, je dirais, normale, voire même banale en quelque sorte. Et c'est vraiment le succès de ce message-là qui, d'un point de vue sociologique, est très intéressant à étudier. Et justement, en l'étudiant, quelles sont vos conclusions ? Alors, en étudiant ce message-là, j'ai pu me rendre compte que la qualification de soi-même comme résilient, c'était d'abord quelque chose qui était extrêmement utile pour les individus. J'ai pu lire des lettres, j'ai pu interroger des individus, lecteurs d'ouvrages de Cyrulnik ou d'autres ouvrages qui mobilisaient cette catégorie et qui m'ont dit que cette catégorie les avait véritablement, je suis leur expression, sortis du trou, les avait véritablement empêchés de plonger plus bas. Et donc, je pense que l'efficacité, ce qu'en sociologie et en anthropologie, on peut appeler l'efficacité symbolique
donc au niveau du sens et l'efficacité opératoire de la catégorie de la résilience, elle n'est plus à démontrer. Et vous savez, cette efficacité symbolique et opératoire, on peut la comparer, même si ça peut paraître peut-être injurieux, mais ce n'est pas du tout mon but, par rapport aux promoteurs de la catégorie de la résilience, on peut tout à fait la comparer au fonctionnement de certaines pratiques rituelles ou magiques dans d'autres sociétés. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mes travaux, c'est-à-dire que finalement, ce sont des pratiques qui ne fonctionnent que s'il y a un contexte social derrière qui leur donne du sens. Et aujourd'hui, notre contexte social donne du sens au fait d'arriver à se relever de son malheur. Donc la résilience offre non seulement une efficacité symbolique, une efficacité opératoire, mais elle offre aussi également, je pense, une dimension de prestige. C'est-à-dire finalement que lorsque vous êtes à même de vous qualifier de résilient, cela veut dire que vous avez vécu une expérience qui vous différencie des individus. Une expérience des individus, communs, qui vivent métro boulot dodo en quelque sorte. Et que cette expérience qui vous a fait souffrir vous a également obligé à puiser des ressources à l'intérieur de vous-même, mais aussi dans ce qu'on appelle les tuteurs de résilience à l'extérieur, et à faire quelque chose de votre malheur. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental dans la société dans laquelle nous nous trouvons, c'est que nous donnons une prime de prestige aujourd'hui, non seulement au fait de faire quelque chose à ce qui nous arrive, d'accord ? Il vous arrive un malheur, on attend que vous y fassiez quelque chose, que vous ne restiez pas dans une position de victime, dans une position plaintive. Il n'y a qu'à regarder comment aujourd'hui on réglemente les questions des allocations sociales. On attend de votre part, après avoir connu un malheur professionnel, que vous montriez votre envie de retrouver un emploi et que vous la montriez par des CV envoyés, etc. Donc on attend une activité de votre part par rapport au malheur, mais je pense que la résilience rajoute une dimension par rapport à cela. Elle dit non seulement il est bon de faire quelque chose à ce qu'il vous arrive et c'est vous qui en avez la possibilité, n'attendez pas que la solution tombe du ciel, mais elle dit aussi vous devez faire quelque chose de ce qui vous arrive. Votre malheur, vous ne devez pas le laisser comme une expérience qui n'a pas eu de sens. Aucune expérience n'a aucun sens, si vous me permettez cette phrase qui n'est pas très française. Ce que je veux dire par là, c'est que la résilience tente de transformer, comme les alchimistes d'antan, le plomb en or, en quelque sorte. Donc le plomb de l'expérience douloureuse peut être transformé en or, quelque part en clé qui vous donne accès à une vie qui n'est pas disponible à l'entièreté des individus et qui, par exemple, peut vous mettre dans une position d'éclairage par rapport à d'autres personnes qui, elles, sont encore dans leur souffrance, mais ne sont pas encore parvenues à trouver le chemin de vie qui est le vôtre. Donc la thématique de la résilience, finalement, correspond bien, connaît un certain succès aujourd'hui, je pense, parce qu'elle correspond à une définition de la vie qui est communément partagée, à savoir que la vie, c'est un chemin sur lequel on ne s'arrête jamais. Nous ne voulons pas aujourd'hui de ce qui a été le cas pendant des générations, et peut-être des générations jusqu'à récemment, à savoir d'une vie froide, d'une vie cyclique ou d'une vie où tout est prévu à l'avance. Nous voulons d'une vie, c'est-à-dire que nous attendons ça pour nous-mêmes et nous attendons ça pour les autres, nous voulons d'une vie qui soit nourrie d'un projet, d'une vie qui soit continuellement nourrie par les expériences que nous allons mener, d'une vie qui explore tous les possibles. Et de ce fait-là, la résilience colle très bien avec cette représentation dans la mesure où elle présente les résilients comme une communauté de personnes qui s'ignorent bien sûr, mais comme une communauté de personnes qui sont déjà plus en avance que les autres sur le chemin de la vie. C'est-à-dire qu'elles ont touché à quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de moins superficiel que les personnes qui vivotent et qui sont contents de s'intéresser à des questions matérielles, par exemple, de travailler toute l'année et puis de partir 2 semaines en vacances. Mais toutes les personnes ne sont pas pour autant résilientes. Donc, s'il n'y a pas, avec ce phénomène-là, c'est une société qui est quelque part en train de mettre en place « on attend de vous d'être des résilients », alors que, comme vous l'avez dit, pour pouvoir être résilient, il faut qu'il y ait des tuteurs de résilience. Et ça, tout le monde n'en a pas. Tout à fait. Alors, il y a 2 formes d'inégalité, je pense, qui peuvent se faire jour dans ce raisonnement qui est tenu. Le premier, et il est très visible dans le courrier des lecteurs que j'ai pu consulter grâce à Boris Cyrulnik, c'est que finalement, la théorie de Cyrulnik, qui est celle qui a connu le plus de surface médiatique par rapport à la résilience, assène que pour être résilient, il faut avoir été traumatisé.
Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir connu une brèche relativement importante, relativement grave dans votre vie. Il ne suffit pas, par exemple, si on suit les exemples de Boris Cyrulnik, il ne suffit pas d'avoir connu une rupture amoureuse, par exemple. Non, les exemples que prend Cyrulnik sont des exemples qui sont liés soit au génocide, soit à des sévices sexuels, soit à la perte de parents, bref, des choses qui peuvent être extrêmement engageantes pour l'individu. Alors, cette première inégalité, elle se nourrit, ou en tout cas, elle se rend visible dans le fait que certaines personnes écrivent à Boris Cyrulnik pour dire « J'aimerais bien, moi, être qualifié de résilient. J'ai vécu quelque chose d'extrêmement grave. De mon point de vue, par exemple, mon conjoint m'a quitté, mais j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment souffert pour pouvoir me qualifier de résilient. J'ai l'impression que mon malheur, si vous voulez, n'est pas suffisamment beau aux yeux des promoteurs de la résilience pour pouvoir me qualifier moi-même de résilient. Donc vous voyez, il y a un premier jeu de prestige qui est en train de se jouer. La deuxième inégalité, c'est effectivement celle dont vous parliez, à savoir que finalement, ce message, surtout lorsqu'il est dit et répété, alors évidemment, les théories des promoteurs de la résilience sont plus compliquées que ce que je vais dire ici, mais dans la façon dont c'est répété et parfois simplifié à travers toute une série de canaux, on a l'impression et on donne l'impression que le processus de résilience, c'est quelque chose d'extrêmement démocratique. À savoir que finalement, ce processus de résilience correspond à la recherche de ressources dont on présuppose, de façon générale dans la littérature de développement personnel, qu'elles sont accessibles à tous les individus, avec ce message sous-jacent que si vous n'êtes pas en mesure de trouver ces ressources à l'intérieur de vous-même, ce n'est pas qu'elles n'existent pas, c'est que vous ne les avez pas encore suffisamment cherchées. Et donc, c'est vrai, quelque part, que cette promotion de la résilience pourrait mettre à mal une série d'individus qui soit sont dans une perspective où ils n'ont pas envie de faire quelque chose de leur malheur, par exemple, qui n'ont pas envie de le raconter, qui n'ont pas envie que ce malheur serve d'expérience de vie pour d'autres personnes ou à d'autres fins. Mais cela pourrait aussi éventuellement disqualifier certaines personnes qui restent continuellement dans leur malheur. Et je pense de ce point de vue-là que, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, la disqualification aujourd'hui de la figure de la plainte est quelque chose qui nous informe très clairement sur les attentes que nous nourrissons par rapport à nous-mêmes et par rapport à d'autres personnes dans la société dans laquelle nous évoluons. Nicolas Macri, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Au plaisir de vous revoir très prochainement.